It's okay to be proud to be German. This is a very important principle. We're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight. Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany. Après avoir laissé pour mort un jeune militant de la CGT, ils sont repartis en criant « S'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence. C'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. » On se rappelle que le 20 janvier dernier, pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le multimilliardaire Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avait très tranquillement effectué un salut nazi. On se rappelle aussi que de nombreux médias s'étaient empressés, aux États-Unis comme en France, de minimiser l'extraordinaire gravité de cette démonstration, en se demandant par exemple s'il s'agissait réellement d'un salut nazi, ou si ce n'était pas plutôt, comme l'avait envisagé France Info, un geste maladroit. Bien évidemment, ce refus de nommer de tels gestes pour ce qu'ils sont favorise leur répétition. Et la semaine dernière, à Washington, lors d'une conférence réunissant le gratin des extrêmes droites américaines et européennes, à laquelle devait notamment assister Jordan Bardella, président du Rassemblement National, ex-Front National, c'est l'idéologue Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui a à son tour fait un salut nazi dans le plus grand des calmes. Ça fait beaucoup là, non? Mais là encore, le premier réflexe de la presse et des médias dominants a été de minimiser la gravité de ce geste. Le journal Le Monde, par exemple, a d'abord considéré que Bannon avait fait, je cite, « ce qui ressemblait à un salut nazi » avant de se raviser et de constater qu'il s'agissait bel et bien d'un geste nazi. Ouvrons ici une parenthèse pour relever que Jordan Bardella, de son côté, n'a pas eu la moindre hésitation. Parfaitement conscient que ses complaisances médiatiques lui offraient une occasion inespérée d'apparaître par contraste comme quelqu'un de tout à fait raisonnable, il s'est empressé de publier un communiqué expliquant que dans la mesure où un participant s'était permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie, il avait quant à lui pris la décision immédiate d'annuler sa participation à la conférence de Washington. C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. Bien évidemment, Bardella s'est bien gardé de préciser que le participant en question avait été invité en 2018 à un congrès du Front National, où il avait fait le même salut, sans que personne à l'époque ne s'en émeuve au sein de ce parti cofondé par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien. Je m'excuse, j'avais pas vu que tu étais là. Let them call you racist. Laissez-les vous appeler raciste. Laissez-les vous appeler xénophobe. Laissez-les vous appeler nativiste. Portez cela comme un badge d'honneur. Parce que chaque jour, nous devenons plus forts et eux s'affaiblissent. Fermons la parenthèse et revenons à Elon Musk qui, lorsqu'il n'est pas occupé à faire un salut nazi, fait tout ce qu'il peut pour soutenir l'AfD. Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany. Go, go, go. L'Alternative pour l'Allemagne, ce parti d'extrême droite allemand dont l'un des principaux responsables trouve problématique qu'Adolf Hitler soit considéré comme le mal absolu et a été condamné au mois de mai dernier pour avoir employé un slogan nazi. Ce soutien sans faille du milliardaire américain semble favoriser l'ascension de l'AfD. Lors des élections législatives de dimanche dernier en Allemagne, elle a presque doublé son score de 2021, devenant de fait le second parti du pays, derrière la CDU, l'Union chrétienne démocrate, qui a remporté ces élections avec moins de 30% des voix. Ce dernier résultat constitue pour la CDU une performance médiocre, mais Emmanuel Macron s'est tout de même empressé de féliciter son chef pour cette victoire. Car lorsque la droite allemande remporte un scrutin avec un peu moins de 30% des voix, le chef de l'État français considère que c'est un succès mérité, alors que quand la gauche française remporte des élections législatives avec plus de 30% des voix, Macron préfère, comme il l'a fait l'an dernier, lui confisquer cette victoire pour installer un gouvernement de droite que certains ministres entraînent toujours plus loin vers l'extrême droite. Le 16 février dernier, plusieurs dizaines de néo-nazis ont attaqué une conférence antifasciste dans le 10e arrondissement de Paris. Ils ont poignardé un jeune militant de la CGT et sont repartis en criant « Paris est nazi » et « Lyon est nazi aussi ».
Le ministre de l'Intérieur de François Bayrou, Bruno Retailleau, qui ne rate jamais une occasion de se présenter comme le champion de l'ordre et de la sécurité lorsque cette posture lui permet d'incriminer l'immigration, s'est cette fois-ci soigneusement abstenu de commenter cette attaque d'une brutalité inouïe. Cette question s'adresse à Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur. Comment ne pourrait-il pas se sentir légitime lorsque des médias et des responsables politiques tentent de justifier les saluts nazis d'Elon Musk? Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il s'est enfin décidé à réagir, après avoir été apostrophé à l'Assemblée nationale par un député écologiste qui lui reprochait son silence et auquel il a répondu « S'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence, c'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. » Lorsque des néo-nazis poignardent un militant antifasciste, le ministre de l'Intérieur réussit donc l'exploit, lorsqu'il se décide enfin à réagir parce qu'il est apostrophé par un parlementaire, d'incriminer ce qu'il appelle l'ultra-gauche. Et cela rappelle bien sûr un précédent. Lors de son premier mandat, après l'assassinat d'une jeune militante antifasciste américaine par un néo-nazi en 2017, Donald Trump avait de la même manière renvoyé dos à dos fascistes et antifascistes en condamnant des violences venant, je cite, de plusieurs côtés et en ajoutant qu'il y avait des gens bien dans les 2 camps. Reconnaissons cependant qu'il arrive que Bruno Retailleau se montre beaucoup plus réactif que dans les moments où il oublie de condamner des violences d'extrême droite. Le 19 février dernier, par exemple, il a immédiatement réagi, sur le réseau social d'Elon Musk, à la validation par le Conseil d'État du non-renouvellement de l'autorisation d'émettre sur la TNT accordée à C8, chaîne de télévision appartenant au très réactionnaire groupe du milliardaire Vincent Bolloré. C8 avait trouvé son public, sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression, ajoutant qu'il apportait tout son soutien aux nombreux salariés et intervenants qui ont perdu leur emploi. Par l'effet d'une très heureuse coïncidence, ces propos de l'un des plus hauts représentants de l'État français font écho, presque au mot près, à ceux des médias du groupe Bolloré, qui se répandent depuis le 19 février en imprécations dénonçant, je cite, une volonté politique de faire taire les opinions discordantes, c'est-à-dire une censure étatique ayant pour conséquence la perte d'emploi pour 400 salariés. La réalité, comme souvent, est ici assez différente de ce que prétendent ou suggèrent les collaborateurs de Vincent Bolloré et Bruno Retailleau. D'abord, et comme l'a fort justement rappelé le journal Le Monde le 24 février dernier, rien, sinon des questions de rentabilité économique, ne s'oppose à ce que C8 continue d'exister sur le câble, le satellite ou Internet. Pour le dire autrement, le milliardaire Bolloré aurait tout à fait pu décider de sauver les 400 salariés de cette chaîne, qui auraient donc pu continuer à émettre. Mais il a fait le choix inverse, car cela n'était pas rentable. C'est donc lui et non l'État qui est responsable de ce que Retailleau appelle sa disparition de l'audiovisuel public et de la perte d'emploi que les collaborateurs du groupe Bolloré imputent faussement à une volonté politique de l'État français. Ensuite, et surtout, le non-renouvellement de l'autorisation d'émettre sur la TNT accordée à C8 n'est en aucun cas une censure. Si cette chaîne a été si lourdement sanctionnée, c'est, comme l'a écrit le Conseil d'État dans sa décision du 19 février, en raison de ses manquements réitérés au cours des dernières années à ses obligations légales et conventionnelles. C'est parce qu'elle n'a pas respecté ses obligations légales, en dépit des multiples avertissements qui lui avaient été adressés, que C8 n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation d'émettre. On s'étonne donc que Bruno Retailleau, qui aime se poser en champion de la loi et de l'ordre, présente la sanction de ce refus d'obtempérer comme une atteinte à la liberté d'expression. Puis on se rappelle que l'une de ses premières priorités, lorsqu'il a été nommé au ministère de l'Intérieur, a été de décréter que l'état de droit n'était, je cite, ni intangible, ni sacré. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment ? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration.